Bien, merci beaucoup, Véronique. Je vous félicite d'avoir organisé cette journée et je vous remercie de m'avoir invité. Le micro ne marche pas, hein, c'est normal? Oui. Bah, apparemment, c'est normal. C'est normal, Fabrice? C'est pas grave, vous avez la voix qui porte. Ça va, il n'y a pas de problème? On n'en a pas besoin? Aucun problème. Donc, je fais comme s'il n'existait pas. Je suis content de vous voir au début de cette campagne des élections régionales parce que nous avons fait et nous allons faire un effort particulier en direction des jeunes. D'abord en interne, puisque avec un certain nombre de visuels et un certain nombre de ces t-shirts par exemple, on a essayé de vous mobiliser. Alors de vous mobiliser avec votre chef à tous Gaëtan, avec Véronique qui est donc... Tu es déléguée d'Île-de-France, Véronique, maintenant? Coordinatrice d'Île-de-France, et avec Manon qui est la responsable de Paris. Est-ce qu'il y a d'autres responsables départementaux ici cet après-midi? Ouais, alors, on a Jean-Marie Lenet qui est responsable du 77. D'accord. Vincent Collot vient de partir pour 78. Et je vois pas tout le monde. Vincent Collot est parti. Ouais. D'accord, très bien. Gilles Parmentier pour le 94, doit pas être loin. Gilles Parmentier, c'est vrai, il était là. Oui, Je l'ai retrouvé couché sur le canapé là. Et Alexandre Pierre pour le 93. Et Alexandre Ronpierre pour le 93, il est où? Là. Ah ben voilà, c'est ça, on ne te voit pas. Le vieux, on ne voit pas, il est caché. Oui, d'accord, très bien. Ah ben voilà, Gilles. Excusez-moi. Donc il y a une bonne partie des responsables départementaux. Et donc vous avez un responsable national, une coordinatrice et maintenant des responsables départementaux dans presque tous les départements d'Île-de-France. Bon. Et donc on vous propose de participer complètement à la campagne des régionales. Alors, on a donc notamment édité ce t-shirt et on a surtout édité un tract particulier pour les jeunes. Alors la campagne des régionales, comment va-t-elle se passer? D'abord, c'est une campagne qui a une très grande importance. Elle arrive un peu plus d'un an avant la présidentielle et elle est presque une répétition, ou enfin un galop d'essai en tout cas pour la présidentielle, puisque non seulement il y a l'Île-de-France, mais il y a surtout la PACA avec Marion et au-dessus de tout le Nord-Pas-de-Calais-Picardie avec Marine Le Pen. Les sondages actuels donnent Marine Le Pen gagnante de la région. Si elle gagne la région, ce sera un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Jamais le Front National n'aura été porté à la tête d'une telle collectivité territoriale. Et la gauche, qui a essayé de modifier le mode de scrutin, qui a refait le découpage régional, va prendre ces réformes-là en pleine figure. Et Marine Le Pen, il suffit qu'elle arrive de quelques voix en tête le soir du deuxième tour, elle remporte la région avec 25% des voix comme dans une municipalité pour assurer définitivement la majorité absolue pendant toute la mandature. Et il suffit qu'elle arrive donc en tête de quelques voix pour remporter la région définitivement pendant toute cette mandature. Et donc toutes les réformes. Et puis maintenant, une énorme région. Enfin, c'est notre région qui est la plus importante. Mais la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, est véritablement considérable, politiquement, économiquement, socialement. Et elle aura un énorme travail à y faire. Et le fait qu'elle soit élue, elle sera de très très bon augure pour la présidentielle. Rappelez-vous ça, hein, mettez-vous ça dans la tête, qu'il est très possible qu'en 2017, Marine Le Pen soit présidente de la République. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous devenez? Que devient votre avenir? Comment est-ce que vous gagnez les choses, etc. etc. Et essayez d'avoir un peu de réflexion et d'imagination, parce que comment est-ce que ça va se passer? Quelles seront vos responsabilités? Enfin voilà, faut vraiment, vous êtes, moi, je le dis presque dans tous mes auditoires, hein, et je vais vous le répéter encore aujourd'hui, parce que faut quand même voir que nous sommes un samedi après-midi par une des plus belles journées d'automne qu'on puisse connaître. Il fait beau, il n'y a pas de vent, et on a été tous formidablement bien
dans le parc de Marly-le-Roi ou dans la forêt de Rambouillet ou la forêt de Fontainebleau. Eh bien non, vous avez décidé, et à la suite de vos chefs, d'être là, à Nanterre, rue des Suisses, à nous écouter depuis 10h du matin jusqu'à 4h ou 5h de l'après-midi. Alors, je considère donc que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs parce que vous êtes là cet après-midi, parce que vous voulez faire de la politique, et ça vous met tout de suite au-dessus de tous vos contemporains. Non seulement vous avez décidé de faire de la politique, vous avez décidé de faire de la politique au Front National, ce qui est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'à l'UMP ou au PS, où finalement, depuis très longtemps, ils sont comme dans des pantoufles, ils n'ont pas de problème particulier, ils peuvent militer comme ils veulent. Non seulement personne ne leur ferme la porte, personne ne les méprise, personne ne leur dit des méchancetés, mais au contraire, ils sont reçus partout. Et il est vrai que pour un jeune de votre âge, je prends l'exemple de Jordan Bardella, par exemple, bon, qui a fait des études, qui pourrait penser à aller continuer et puis essayer d'avoir une profession la plus brillante et la plus rémunératrice possible, et ça lui arrivera peut-être un jour, je le lui souhaite, il ne faut pas qu'il oublie ça, c'est très important, mais il a quand même décidé de s'investir presque complètement en politique, et il est, à 20 ans, secrétaire départemental d'un des plus importants départements de France, la Seine-Saint-Denis. Il faut avoir une sorte de vocation véritable et un vrai courage. Et je sais que puisque vous êtes là cet après-midi, vous l'avez, et je vous l'aide donc, et je le fais à chaque fois. Je crois que c'est mérité, même s'il y a des hauts et des bas, des gens qui travaillent plus, moins bien, qu'on s'engueule pas, qu'il va peut-être y avoir des remous dans les jours qui vont venir, etc., dans les départements d'Île-de-France. Tout ça, on s'en fout. Il y a un but infiniment supérieur qui est, même pas Marine Le Pen, je dirais. Au-dessus de Marine Le Pen, il y a le Front National, et au-dessus du Front National, il y a notre pays, il y a la France. Et c'est pour ça que nous faisons ça. Qu'est-ce que nous allons laisser comme pays à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est uniquement pour ça que nous faisons ça. Bon, voilà. Donc je vous félicite hautement. Je vous indique que cette campagne sera extrêmement importante dans la perspective de ces présidentielles, mais en elle-même en région parisienne, parce que nous n'avons plus aucun élu depuis 2010, où on avait fait moins de 10% au régional, donc on a été balayé, et ça nous a porté beaucoup préjudice. Là, les choses ont beaucoup changé. 2010, 2011, Marine a été élue présidente de la République, vous voyez l'absus freudien, elle a été élue présidente du Front National, et depuis, nous ne faisons que monter. Nous sommes sur une pente qui est toujours ascendante. Et à chaque élection, nous avons de meilleurs résultats, et des meilleurs résultats encore plus à chaque fois. Donc, et elle ne fait aucune erreur, au contraire, elle est de plus en plus brillante, au contraire, elle a de plus en plus de charisme, elle apparaît de plus en plus sincère, elle est au cœur de toutes les préoccupations de nos compatriotes. Donc, ça devrait, je vous le dis. D'ailleurs, en Ile-de-France, les sondages pour le moment, puisqu'on est pas simplement les sondages, les résultats des européennes, 17,5% dans toute l'Île-de-France, c'est-à-dire presque le double à peu près de ce qu'on avait fait aux européennes d'avant. On passe à 17,5% dans toute l'Île-de-France. Et au départemental, on passe à 20,5%, mais parce que les résultats sont meilleurs, et parce que aussi il n'y a pas Paris, parce que Paris tire les résultats vers le bas. Mais les résultats sont quand même très bons. Et vous avez les sondages qui sont à peu près en conformité avec ces résultats. Le dernier sondage, 18% au premier tour, ben c'est au moins un demi-point de plus que le résultat des européennes, et 21% au deuxième tour. On prendrait 3 points au deuxième tour. Donc ces sondages nous montrent que nous devrions pouvoir recréer un groupe d'élus au sein du Conseil régional d'Île-de-France, et ça serait une étape extraordinaire sur le plan politique en Île-de-France. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que, enfin c'est ce que Marine Le Pen dit, et je pense qu'elle a raison, l'Assemblée du Conseil régional d'Île-de-France est la deuxième de France après l'Assemblée nationale. En moyen, sur le plan politique, sur le plan des répercussions, etc., l'Assemblée
du Conseil régional d'Île-de-France est extrêmement importante. Et c'est pour cela d'ailleurs que le haut exécutif du Front National a désiré y investir des gens qui sont capables véritablement d'être conseillers régionaux et de pouvoir tenir toute place et toute leur place, et que tous soient comme ça à ce conseil régional pour vraiment former une équipe, parce qu'on ne va pas remporter l'exécutif cette fois-ci. On aura donc comme exécutif ou bien un exécutif dirigé par Barthelone ou bien un exécutif dirigé par Pécresse. Dans les deux cas, il faudra que nous fassions face, que nous soyons à la hauteur complètement, à la hauteur humainement, politiquement et techniquement aussi. Voilà, il faudra être au top, au meilleur, au mieux. C'est certain, et c'est comme ça que le haut exécutif du Front National a envisagé les choses. Donc la campagne commence sur de bons auspices, et en plus, nous sommes quand même extrêmement bien organisés. J'ai rarement vu une campagne, c'est la 5e campagne régionale que je fais, moi. J'ai rarement vu une campagne aussi bien organisée. Il faut dire qu'il y a des organisateurs qui savent organiser, et je crois que nous sommes prêts. Nous avons toutes nos affiches, nous avons tous nos tracts. Ils ne sont pas encore tous imprimés ni livrés, mais déjà un certain nombre. Et vous les avez peut-être déjà vus et peut-être déjà distribués. Vous avez peut-être déjà collé l'affiche de campagne. Il y aura d'autres affiches qui vont venir dans le temps de la campagne. Et je peux vous dire, parce que je les connais, qu'elles devraient frapper particulièrement les sens et l'imagination de nos contemporains en Île-de-France, et que ça devrait faire beaucoup de bruit, et que c'est destiné à faire cela. Franchement, on va faire beaucoup de choses, et on va faire beaucoup de choses avec vous. Alors vous, quand on a votre âge, on peut faire beaucoup de choses, mais les premières choses, on le sait, ce sont les mamelles habituelles des campagnes électorales. Tractage, boitage et collage. Voilà. Nous avons des équipes professionnelles de colleurs, mais vous pouvez parfaitement, je pense que vous le faites à peu près tous déjà à l'heure actuelle, continuer vos propres équipes de collage, vous agréger à ces équipes professionnelles, et si vous le vouliez d'ailleurs, il faudrait nous le dire parce qu'on vous donnerait des indications précises pour le faire. Vous avez tous les boîtages et tous les tractages de marché, de gares, du métro, du RER, de braderie, etc., etc. Demain, nous allons à la braderie de Houille, et je pense que nous serons nombreux et que ça sera un moment militant important. On a été dans l'Essonne la semaine dernière, on a fait un peu le tour de toute l'agglomération de Draveil, Crosne, Montgeron, etc., etc. Je crois qu'ils se rappellent de notre passage, et on a été suivi par la presse. C'était quel journaliste, Jeanne, qui nous avait suivi? Ah oui, il y a eu un son important sur France Inter. C'est France Inter qui nous avait suivi à ce moment-là. Bon, voilà. Sur le plan médiatique, nous sommes toujours laissés un peu de côté, hein, c'est certain. Il y a un grand nombre de raisons, mais il y a des raisons aussi idéologiques. Les journalistes ne nous invitent que vraiment contraints et forcés. Ils préfèrent de beaucoup, enfin, ils privilégient beaucoup Pécresse et Barthelone à l'heure actuelle. On va faire en sorte que ça change. Ça changera parce qu'il va y avoir des périodes où les règles du CSA vont changer, et ils vont être obligés d'être beaucoup plus équilibrés, et je pense que je serai et que nous serons de plus en plus invités. N'est-ce pas, Jeanne? Il vaut bien être obligé un jour de démarrer. Enfin, on ne se plaint pas trop non plus, on a quand même des échos à peu près corrects, non? Ça va? En ce moment, oui, le Parisien très souvent. Il y aura une double page dans le Parisien demain. Moi, j'aurai un interview dans 20 minutes lundi. Etc., etc. Voilà. C'est pas Pécresse ou Barthelone, mais ça se tient quand même. Parlons un instant de nos adversaires, de mes adversaires, de nos adversaires. Claude Barthelone, c'est vraiment la grosse légume socialiste qui a tenu parfaitement pendant de nombreuses années le département de la Seine-Saint-Denis, président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il va essayer d'en faire
le moins possible pour pouvoir être élu, parce qu'il sait très bien que les mauvais résultats et la mauvaise réputation du gouvernement déteint sur lui. Donc voilà, Barthelone, j'ai pas énormément de choses à dire sur lui. C'est vraiment un apparatchik de haut vol. Un apparatchik de haut vol, voilà. C'est comme ça qu'on peut le déterminer. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, c'est quand même tout à fait différent. J'ai l'expérience de Nathalie Kosciusko-Morizet pendant les municipales à Paris. Femme brillante, vibrillonnante, énamourée, puisqu'elle a fait des photos à peu près déshabillée, avec des pans multicolores autour d'elle, etc. Superbe. Elle a perdu la municipale, parce que elle n'a vraiment pas correspondu à la sociologie de Paris, et en plus, ce sont ses amis qui l'ont fait perdre, parce qu'ils ne voulaient pas être dirigés par une femme, être emmerdés par elle, etc., parce qu'elle est redoutablement pénible, là, en plus. Voilà. Alors Pécresse, c'est un petit peu le même genre, quand même avec certaines différences, mais elle a du métier, elle connaît tout ça, elle a des diplômes très importants, elle connaît très bien la politique sur le plan national, elle a été ministre, et puis elle a siégé très très longtemps au Conseil régional d'Île-de-France. Déjà, elle était présidente de groupe pendant cette mandature, mais enfin, moi je la trouve un peu gnangnan, quoi, voilà. Ils viennent de commettre une erreur absolument considérable. Alors, ce sont les socialistes qui l'ont trouvé. Moi, je ne sais pas si, dans quelle mesure on va l'exploiter, parce qu'on ne veut pas non plus trop la montrer du doigt. Parce qu'il faut faire attention aussi. Mais elle a fait arriver ses tracts dans une mairie de Seine-et-Marne, Lizy-sur-Ourcq. Hein, et puis, parce que le maire est parfaitement copain avec. C'est une amie de Valérie Pécresse. Et le service des élections de la mairie a envoyé un mail à une trentaine de mairies de tout l'arrondissement, toutes mairies dirigées par l'UMP. Donc voilà, les tracts de Valérie Pécresse sont arrivés à la mairie. Vous pouvez venir à la mairie, les prendre, et puis les stocker dans vos mairies et les faire distribuer dans vos agglomérations et dans vos villages. Ce qui est totalement scandaleux comme façon de faire. C'est vraiment une infraction très importante. Et si vraiment elle a fait ça, si elle a organisé ça, elle est assez mal. Enfin, il y a une succession d'incidents comme ça qui montrent qu'elle est quand même très fébrile. Il y a eu un incident relatif à sa position sur la gratuité des transports pour les clandestins en Ile-de-France. Il y a eu un incident relatif à des conflits d'intérêts quand même un peu particuliers entre elle, les politiques qu'elle préconise et la société Alstom, dont son mari est un des hauts dirigeants. Alors, on avait fait quelque chose un peu la semaine dernière là-dessus, et puis on a eu un débat vendredi soir ou jeudi soir, enfin cette semaine au MEDEF, avec tous les candidats. Et elle est arrivée à côté de moi et elle m'a dit je ne veux pas vous serrer la main. Alors j'ai quand même tendu la main, et je lui ai dit ça va le voir devant tout le monde. Donc là, elle m'a serré la main. Et alors elle était absolument furieuse de ce qu'on lui avait fait là. Voilà. Moi je pense que je crois qu'il va lui arriver le même sort que Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'elle ne va pas remporter la région. Et que c'est la gauche qui devrait gagner. Alors, il reste un troisième couteau. On a un deuxième couteau au ciel, mais bon, là on parle du troisième couteau, c'est Dupont-Aignan. Monsieur Dupont-Aignan est quelqu'un de très malin, de très professionnel, qui est député maire de Hyères depuis très longtemps, qui a là une assise importante et qui a fondé son parti politique qui s'est appelé Debout la France, ou Debout la République, qui s'appelle maintenant Debout la France, si ma mémoire est bonne. Et il a décidé de se présenter, d'être la tête de liste régionale en Ile-de-France, et les sondages lui ont donné 7 ou 8%. Alors il y a quand même un malheur particulier avec M. Dupont-Aignan, c'est que sa candidature, c'est de l'escroquerie politique. Et ça, il faudra que vous le disiez beaucoup dans la campagne.
notamment chez les jeunes des LF que vous connaissez. Parce qu'il est député et il est maire d'une ville de 30 000 habitants. Donc, il est évidemment atteint par le cumul et il ne pourra pas être en plus conseiller régional. Alors, il laisse croire qu'il n'a pas encore fait son choix, parce qu'il devra faire un choix. Comment voulez-vous qu'on puisse le croire qu'il va nous dire « je vais abandonner mon siège de député ou mon siège de maire de hier », c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Il abandonnera évidemment tout de suite son siège de conseiller régional, il ne siégera jamais conseiller régional, donc sa candidature est une escroquerie politique. Et il faut le faire savoir. Alors, il m'a cherché au début de la semaine dernière, donc on lui a répondu sur ce thème-là, et on peut vous dire qu'il en est très furieux. D'ailleurs, lui aussi, au MEDEF, il a dit, voilà. Ce sont des gens qui n'aiment pas être attaqués, premièrement, et deuxièmement, qui n'aiment surtout pas être attaqués par le candidat du Front National. Ça leur file des boutons, hein. Franchement, on peut dire à Valérie Pécresse, pour être un peu trivial, excusez-moi, mais que ça lui file de l'herpès, quoi. C'est pas très bon. Mais c'est fou de voir leur réaction. Parce que moi, je suis attaqué, j'ai été mis en examen, vous avez vu ça, par les affidés de Mme Taubira. Bon, bah, je ne vais pas me suicider pour ça, hein. Voilà, c'est la vie. Je suis trésorier du Front National, c'est un métier très dangereux, et je suis, voilà, je suis pris dans ce truc-là. On est tous innocents complètement, on n'a rien fait, hein, rien. Nous sommes les gens les plus honnêtes et les plus réguliers du monde, mais c'est tellement compliqué qu'ils vont essayer de trouver quelque chose, alors on est mis en examen. Enfin, je ne vais pas vous parler de la mise en examen aujourd'hui, notamment sur le plan théorique, ça serait trop long et trop compliqué, mais rappelez-vous simplement, on va essayer de creuser un peu ça, mais la mise en examen, c'est un peu comme la garde à vue, c'est une garantie du justiciable en réalité. C'est pour permettre au justiciable de se défendre complètement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais la presse est tellement ardente là-dessus, et le trésorier du Front National à l'orée d'une campagne électorale mise en examen, tellement ils m'ont sauté dessus là-dessus. Bon, c'est le jeu, c'est la vie. Pareil, je ne suis pas très connu en Ile-de-France, donc ça augmente mon taux de notoriété, parce que les gens disent « ah, celui-là, oui, on le connaît, mais ils ne savent plus pourquoi on le connaît, si je suis un gibier de potence ou un élu, un futur élu de la région. » Voilà. Donc cette campagne a une très grande importance, et c'est le renouveau de l'Île-de-France, le renouveau du Front National de l'Île-de-France. Il a déjà commencé, ce renouveau. Il a commencé notamment au moment des municipales, avec l'élection de nombreux conseillers municipaux en Seine-et-Marne, dans l'Essonne, avec la prise de la mairie de Mantes-la-Ville, avec Cyril Naute, etc., etc. Déjà, c'était jamais vu en Île-de-France. Et puis il a continué avec des élections départementales, où là, compte tenu du mode de scrutin qui est complètement différent, on a eu un peu moins de chance, on a fait des résultats meilleurs, mais on a eu beaucoup moins d'élus, ça c'est sûr. On a souvent été à la limite d'avoir l'élu, mais comme il n'y a aucune proportionnelle, bon ben voilà, ça a été un peu ingrat de ce côté-là. Mais ces deux scrutins ont quand même marqué une progression très importante, et maintenant nous avons ces régionales où nous allons certainement retrouver ce groupe, et c'est tout à fait passionnant comme campagne, comme thème politique et comme atmosphère politique générale. En ce qui concerne les thèmes politiques, la région, je pense qu'on vous en a parlé dans les différents déjà, voilà. La région a un certain nombre de compétences qui sont intéressantes, mais il y a déjà des thèmes qui se sont invités dans la campagne, des thèmes qui ne sont pas strictement de la compétence de la région, mais quand même, vous allez le voir. C'est le thème des clandestins, c'est le thème de l'immigration. Le thème des clandestins, c'est le thème du bidonville de la Porte Saint-Ouen, du 10C carré du 18e arrondissement, du Moulin de Vaux à Étrechy, là où on a été pour lancer notre campagne, où la RTL a écrit qu'on avait lancé notre campagne de façon spectaculaire. Ça s'est invité dans la campagne. Et ça s'est invité dans la campagne parce que M. Barthelone a dit qu'il faut que la région de France soit une région d'excellence pour les clandestins, d'excellence pour les clandestins. Madame Cosse a dit la même chose,
Et M. Huchon a fait voter une subvention la semaine dernière, ou il y a 15 jours, de 5 millions d'euros pour l'aide aux clandestins. Alors on a été au Conseil régional voir comment se passait ce débat. Bon, Madame Pécresse, là, quand les élections arrivent, elle fait un peu acte de courage, elle a voté contre, mais ses amis de l'UDI et du MoDem ont voté pour la subvention aux clandestins de Huchon. Mais il faut vous souvenir que dans le cadre de la campagne, Mme Pécresse a fait totalement alliance avec l'UDI et le MoDem. Donc l'hypocrisie, là aussi, est à son comble. C'est incroyable de voir ces politiciens qui n'ont aucune colonne vertébrale idéologique. Ils sont capables de tout et de leur contraire, s'en foutent complètement. Et ils peuvent s'allier à l'UDI et au MoDem, qui non seulement en son temps ont fait élire François Hollande à la place de Nicolas Sarkozy, hein, c'est Bayrou, etc. Ils ont voté Hollande et ils ont appelé à voter Hollande. Bon. Madame de Sarnez a appelé à voter Hollande, Madame Joanneau a voté Hollande, etc. etc. Bon. Et ben, là, ils votent la subvention pour les migrants, mais pas de problème, Madame Pécresse les prend dans son équipe. Hein. Elle fait campagne avec elle, et si par hasard elle dirige la région, elle dirigera la région avec eux, sans aucun problème. Moi, ça me révolte de laisser comme ça. Alors, ça, c'est un thème évidemment porteur pour le Front National et que nos adversaires ont mis eux-mêmes au sein de la campagne des régionales que nous allons prendre en considération, nous avons déjà pris en considération. Sinon, il y a rapidement l'action économique de la région, qui est une action, une compétence très importante de la région, et pour laquelle nous avons un programme extrêmement précis, dont on ne va pas parler aujourd'hui, parce que ça serait beaucoup trop long, mais un programme, je pense, novateur et précis. Ensuite, vous avez toute l'action de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors, c'est couplé avec l'action économique, et tout ça tourne autour de l'emploi, qui est un grand sujet en Ile-de-France. Et nous avons là aussi un programme, nous allons avoir aussi un programme tout à fait complet. Je vous indique d'ailleurs que nous lançons notre programme maintenant le 14 octobre, dans un lieu qui s'appelle l'Usine, à la Plaine Saint-Denis, qui est une ancienne friche industrielle réhabilitée, avec des endroits pour tenir une conférence, etc. Je pense que ça sera un lieu symbolique pour présenter notre programme. Alors il y a tout le programme, il y a toute la compétence très importante de la région qui concerne les lycées, mais ce n'est pas l'éducation, hein, ce sont les lycées. La construction, l'entretien des lycées, et par ce biais-là, et par d'autres biais aussi, la région peut avoir une action importante en ce qui concerne la sécurité. Il y a les transports. Alors les transports, il y a beaucoup à dire, enfin, vous en subissez tous, peu importe ses conséquences. C'est surtout une question d'argent et une question de volonté politique pour tout ce qui concerne la sécurité. Et puis il y a la compétence qui vous intéresse peut-être le plus, je pense. Vous pouvez y aller le plus à la manœuvre, c'est toute la compétence relative à l'aménagement du territoire et à la politique de la ville. Et aux 203 zones urbaines sensibles de l'Île-de-France. Quartiers sabotés, où la responsabilité de l'UMP et du PS est extrêmement importante, puisque c'est eux qui ont monté ça depuis 50 ans. C'est eux qui ont conduit des populations venant de l'immigration à s'y entasser, etc., etc. Ils ont une responsabilité extraordinaire dans cet échec considérable que sont tous ces quartiers, dans lesquels il est très difficile de vivre. Et nous allons avoir une action spéciale à l'égard de ces quartiers, des tracts spéciaux. Je peux même vous dire que dans un de ces tracts, il y a une adresse à l'intention de nos compatriotes des Français de confession musulmane, où on leur dira que, à nos yeux, sont évidemment aussi français que les autres, mais qu'ils doivent accepter, pour une bonne part, les us et les coutumes de la vie à la française et ne pas nous imposer publiquement les us et les coutumes de l'islam, parce qu'ils sont difficilement compatibles avec, enfin un certain nombre, avec les us et les coutumes de la vie à la française et qui doivent le comprendre. La coutume la plus visible et la plus désagréable étant le port de la burqa.
Or, nous en voyons de plus en plus. Et malgré le fait, Claude Barthelone s'est opposé à la loi sur la burqa, ou à la loi sur le voile, alors que c'était Jospin. Et il est un fait que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande, la police n'a jamais la moindre instruction pour aller relever l'infraction d'une femme qui est dans la rue revêtue d'une burqa intégrale. Jamais. Ça ne se fait quasiment plus jamais. Elle sort tout à fait librement, sans aucun problème. Et là, la démission est totale. Bon. Et moi, je n'ai pas peur de le dire aux musulmans que je vois. C'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas. Ça et puis d'autres manifestations de communautarisme. Mais si vous voulez, nous allons prendre les problèmes de ces quartiers oubliés, de ces quartiers sabotés sur le plan politique, économique, social, communautaire, et ça, on va prendre ça à bras-le-corps. On n'aura pas peur de s'en occuper. On s'en occupera en priorité et on n'aura pas peur de dire qu'il faut prendre en considération dans ces quartiers, notamment le problème du poids de l'islam. Voilà. Le fait religieux, dans tous les pays du monde, et spécialement en France, le fait religieux est un fait qui existe, c'est un fait qui a des conséquences politiques, c'est presque le fait qui a des conséquences politiques les plus délicates à traiter, puisque c'est un fait religieux qui concerne la plupart du temps ce qui est le plus intime dans un être humain, mais le responsable politique est conduit perpétuellement, souvent, très souvent, à prendre en considération les conséquences de faits religieux et à les traiter. On ne va pas refaire l'histoire, mais vous savez, la première attitude la plus laïque, c'est celle du Christ. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est la définition exacte finalement de la laïcité à la française, bien que ça se passait en Palestine il y a plus de 2000 ans. La parole suivante, il y en a entre les deux, mais on ne va pas toutes les citer, c'est Henri IV. Rendez-vous compte qu'Henri IV dit « Paris vaut bien une messe », ce qui peut choquer certains. Mais en fait, Henri IV, qui était protestant, a mis au second plan sa religion, c'est un sentiment religieux. C'est-à-dire qu'il a accepté de se convertir du protestantisme au catholicisme pour pouvoir devenir roi de France et aider la France, parce qu'il pensait qu'il allait faire du bien à la France et qu'il allait aider la France. Donc il a été jusque-là. Et donc Henri IV est un roi extrêmement laïque. Il met en second plan, à l'époque, en pleine guerre de religion, il met en second plan ses sentiments religieux et il dit oui, je vais devenir roi de France, la succession, c'est l'application d'ailleurs de la loi saïque, la succession me donne le trône de France, sauf que je ne suis pas de religion catholique, je suis de la religion réformée, je ne peux pas devenir roi, puisque je suis de la religion réformée, eh bien je me convertis, j'abandonne la religion réformée et je me convertis au catholicisme pour devenir roi de France. Moi je trouve ça extraordinaire, extraordinaire. Et puis après, il y a eu Louis XIV, mais dans le sens contraire avec les protestants, la révocation des édits de Dante, les dragonnades, etc., etc. Et puis après, il y a eu la naturalisation de tous les juifs par la Convention au moment de la Révolution française, et le décret et la loi qui dit que tous les juifs qui sont sur le sol français sont maintenant automatiquement de nationalité française. Et il y a eu Napoléon, encore avec les juifs, avec le consistoire, et qui a dit aux juifs, maintenant il faut vous organiser, et il faut un consistoire, il faut des gens à qui je puisse m'adresser. Et il y a eu la séparation de l'Église et de l'État dans des circonstances extraordinairement difficiles et douloureuses en 1904 et en 1905, mais le fait religieux, en France, en Europe, mais dans tous les pays du monde, et là, à tous les coins de rue, sur le plan politique, c'est tous les jours, finalement, qu'il faut s'en occuper. Et d'ailleurs, en France, nous avons un ministre de l'Intérieur qui est ministre de l'Intérieur et ministre des cultes. Le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, Valls, ministre de l'Intérieur et ministre des cultes. Il y a un ministre spécial des cultes en France, tellement la question est importante. Et la question du poids de l'islam en France est une question extrêmement importante, parce que l'islam n'a pas grand-chose à voir avec la façon de vivre à la française depuis toujours, notamment sur un point principal que nous avons connu aussi, et c'est notamment la raison de tous les épisodes historiques que je vous cite, c'est que l'islam, encore et toujours, mélange totalement la loi civile et la loi religieuse. Pour l'islam, il n'y a qu'une seule loi qui s'appelle la loi
qui s'appelle la charia, la loi religieuse, et qui doit régir la vie de tous les êtres humains et de tout un pays, du début jusqu'à la fin, de A jusqu'à Z. Et en France, nous nous disons non. C'est pas comme ça. Il y a une loi civile, il y a une loi religieuse, et c'est la loi civile dont nous devons nous occuper et qui doit primer sur le plan public la loi religieuse. C'est obligatoire. On ne peut pas vivre autrement dans un pays, sinon les choses se passent très mal. Alors pourquoi est-ce que je suis venu à vous parler d'Henri IV et de Napoléon à cause, oui, de notre sujet, exactement, vous voyez, sur... et ce qu'ils ont fait d'ailleurs nous donne des exemples, nous enseigne sur la façon d'agir, mais sur le fait que nous allons vraiment prendre en considération toutes ces grandes difficultés que connaît l'Île-de-France. Mais nous n'avons pas oublié, évidemment, les jeunes de l'Île-de-France. Et nous avons donc un tract spécial Île-de-France. Alors ce tract, d'abord en première page, c'est un contre-pied. Mais il faut toujours être un contre-pied. Il ne faut jamais être là où on vous attend. C'est comme ça qu'on réussit. C'est un tract pour les jeunes, mais il y a un type avec une barbe et des lunettes. Donc c'est moi. Je ne sais plus qui a dit c'est le Père Noël. C'est normal puisque les élections sont en décembre. Et en plus, le Père Noël, tout le monde le sait, est une ordure. Voilà. Donc ma campagne est faite. Ça, c'est l'affiche. Je pense que maintenant vous la connaissez. Je répondrai tout à l'heure à vos questions, à vos observations, à tout ce que vous pourrez me dire. Je pense qu'elle est très belle, cette affiche. Et on la doit d'ailleurs à Aurélien Legrand et à Jordan Bardella. Alors ensuite, ce tract à l'intérieur, il est très bien fait. D'abord les dénonciations de Valérie Pécresse du Parti Socialiste, et puis les mesures pour les jeunes dans le cadre de la compétence du Conseil régional. Ça, c'est bien ça qu'il faut. Garantir la sécurité des lycéens en développant la vidéoprotection et en formant systématiquement les surveillants à la gestion de crise et de violence. Vous voyez que sur le plan de l'éducation, des lycées, nous ne pouvons faire que ça. Le Conseil régional ne pourra pas faire plus. Il ne peut pas, il n'a aucun droit de regard sur les programmes éducatifs, sur l'éducation, ou même sur l'autorité et la vie de tous les jours des lycées. Il n'a aucun... si, il a des possibilités en ce qui concerne les cantines. Voilà, oui. Bon. Créer une bourse d'excellence régionale pour les étudiants les plus méritants, quelle que soit leur situation sociale. Ça, le Conseil régional peut faire cela, et c'est vrai qu'il devra le faire. Sécuriser et rénover en profondeur l'apprentissage, notamment en faisant contracter les apprentis directement avec les chambres des métiers. Alors, je ne vais pas développer, mais bon, grande compétence, formation professionnelle, apprentissage. Apprentissage, nous voulons redonner des possibilités juridiques qu'un Français, un jeune Français puisse partir en apprentissage dès l'âge de 14 ans. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que pendant le temps de son apprentissage, il ne continuera pas à apprendre les fondamentaux. Bon. Je parle des apprentis, des apprentis chez les artisans. Il y a un très grand nombre d'artisans en Île-de-France qui n'ont aucun salarié. Un très grand nombre. Je n'ai plus le chiffre en tête, je ne veux pas dire une bêtise, mais il y a un très grand nombre Pourquoi n'ont-ils pas de salariés? Parce que la situation est difficile et qu'ils n'ont aucune visibilité et qu'ils ne veulent pas s'engager même dans l'emploi d'un apprenti. Or, il faut donc créer en réalité une agence d'intérim de l'apprentissage. Vous voyez ce que c'est que l'intérim pour des salariés qui ne sont pas apprentis normaux. D'abord, il y a des salariés qui aiment ça parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent un peu quand ils veulent. Ils vont, ils viennent, ils ne voyagent pas, etc., etc. Il y a beaucoup d'employeurs qui aiment ça aussi, et puis il y a les boîtes d'intérim. Pour les apprentis, il faut faire la même chose. Il faut pouvoir placer les apprentis selon les besoins. Et les besoins seront détectés par cette boîte d'intérim, cette société d'intérim. Ni une boîte ni une société, c'est en fait le rôle d'agence d'intérim sera tenu par les chambres des métiers. Je ne sais pas si vous savez exactement, vous connaissez bien l'existence entre les chambres de commerce et les chambres des métiers. Ça s'appelle les chambres consulaires, ce sont des organes importants dans la vie économique et sociale française.
ils ont failli plusieurs fois disparaître, mais ce sont des organes traditionnels de réunion des commerçants, de réunion des artisans, d'aide vis-à-vis des commerçants et des artisans, et les chambres des métiers. Alors les chambres de commerce, ce sont les artisans, les chambres de métiers, ce sont les commerçants, les chambres de métiers, ce sont les artisans. Il y a une différence entre les artisans et les commerçants. Pour être artisan, il faut transformer quelque chose. Il ne suffit pas d'acheter quelque chose pour le revendre. Pour être artisan, il faut transformer quelque chose. Par exemple, un serrurier n'est pas un commerçant. Un serrurier est un artisan. Parce que s'il vend peut-être des serrures à qui veut en acheter, etc., et surtout, il ne dit pas qu'il en fabrique, mais il en adapte. Il va les poser, il les répare chez lui, etc. etc. Donc c'est un artisan. Un plombier est un artisan aussi. Voilà. Donc là, nous avons une idée assez précise sur ce point-là. Et nous avons aussi une autre idée, mais que j'ai plus exactement en tête, mais que... enfin, je redirai une autre fois, sinon je risque de dire des bêtises. Exiger de Crous que la priorité soit donnée à la rénovation des résidences universitaires. Oui, surtout après qu'elles auraient été et ont été occupées pendant très longtemps par des clandestins. Voilà, parce que je crois qu'on les retrouvera en très mauvais état. Et premièrement, deuxièmement, il y a un nombre important de résidences universitaires à travers l'Île-de-France qui, en cette rentrée, sont occupées par des clandestins et vous ne pourrez pas y aller. On dira non, en juin, on vous a dit que vous aviez tel numéro de chambre à tel endroit, ben là on est désolé, mais il y a 292 Roumains dans votre chambre, ou 293 Syriens dans votre chambre, donc vous ne pouvez pas y aller et il faut attendre. Et il faut attendre quand que la frontière avec l'Angleterre soit ouverte pour qu'ils puissent tous y aller directement. Voilà comment les choses risquent de se passer. C'est un petit peu une caricature, mais c'est ça. Réaffecter les fonds libres de la formation professionnelle en direction exclusive des CFA, de l'artisanat et de l'agriculture et du bâtiment et des travaux publics. Les CFA d'agriculture, oui, en Ile-de-France, bien qu'il n'y ait un peu que des grosses exploitations avec quand même très peu d'ouvriers agricoles. Les CFA d'artisanat, oui, on vient d'en parler. Les CFA du bâtiment, on est désolé, mais le bâtiment à l'heure actuelle, enfin depuis longtemps, et les ouvriers du bâtiment, au bas de l'échelle, c'est le cas de le dire, sont occupés depuis longtemps par des gens issus de l'immigration, et à l'heure actuelle par des clandestins, quasiment officiellement. Hein. Il n'y a plus jamais le moindre contrôle. C'est qu'un clandestin qui arrive en France et qui dépose une demande d'asile politique, il peut le faire. C'est un minimum de 2 ans et demi à 3 ans pour avoir la décision. Et pendant ces 2 ans et demi à 3 ans, il n'a pas le droit de travailler, officiellement. Donc ils sont tous au noir. Et on ne fait plus de contrôle sur le travail au noir, car si on fait des contrôles au travail au noir, on fout en l'air tout le système. Et on met à la rue, véritablement, là, un grand nombre de clandestins qui attendent leur décision. Donc on marche complètement sur la tête. On va vous demander, moi, je ne sais pas quel est votre niveau d'études, etc., je dis à vous, c'est général, mais on va vous demander de reprendre ces métiers-là, à vous tous ces jeunes, hein, de reprendre ces métiers de l'artisanat et du bâtiment et des travaux publics. C'est sûr. On ne va pas vous pousser, mais on facilitera votre passage, encore une fois, le plus jeune possible vers l'artisanat, et il faudra y aller. Ce ne sera pas du tout déchoir ou être dégradé, pas du tout. Ce sont des métiers qui peuvent apporter énormément et où on peut gagner très très bien sa vie. C'est la même chose d'ailleurs. Garantir par contrat un emploi aux jeunes franciliens de 18 à 30 ans sortis sans qualification du système scolaire et qui acceptent de s'engager en apprentissage dans les métiers à forte pénibilité ou dépréciés sur le marché du travail. Alors là, c'est plus l'artisanat ou le bâtiment, mais c'est tout ce qui concerne le nettoyage ou les aides à la personne, etc., etc. Voilà. Il faudra bien conduire tous ceux qui sont sortis du système scolaire à reprendre du travail et à reprendre du travail de ce côté-là. Recentrer la mission des établissements sur l'enseignement des fondamentaux et refuser tous les projets idéologiques ou communautaristes qui formatent les esprits et gaspillent les précieuses heures de cours. Oui, c'est sûr, mais là ça va être plutôt par la persuasion, puisqu'encore une fois, juridiquement, la région n'a pas de véritable compétence en ce qui concerne l'éducation et les programmes. Voilà nos
nos priorités pour la jeunesse. Quand vous lirez notre programme complet, vous verrez qu'il y a encore bien d'autres choses pardonnez, en faveur des jeunes. Et vous voyez, si j'ai pu vous parler un peu longtemps, je vais d'ailleurs m'arrêter, parce qu'en plus, je n'ai plus de voix du tout, ça dure depuis quelque temps. Vous voyez que quand même tout ça est extrêmement enthousiasmant. Hein, extrêmement enthousiasmant. Bon, ces mesures-là ne soulèvent pas un enthousiasme délirant. Les compétences de la région, ce n'est pas l'enthousiasme délirant. Ce qui est enthousiasmant, c'est ce qui se passe au Front National avec Marine Le Pen. Et là, je reprends ce que je disais au début. Nous sommes dans un voyage extraordinaire avec elle. Ça, vous avez une chance extraordinaire. Vous avez eu la chance de passer le cap et de vous dire, tiens, au lieu de faire métro, boulot, dodo, ou travail, famille, loisirs, ou presque exclusivement loisirs pour certains d'entre vous, comme Gilles, par exemple, vous avez passé le cap et vous avez déjà dit, à votre âge, je vais m'engager en politique. Voilà, moi je trouve ça formidable, extraordinaire. Il y a de plus en plus hein, de jeunes. Ça. Pendant très longtemps, on a vu ça stagner complètement, mais là ça revient, et ça revient surtout au Front National. Il y a quelques jeunes chez Dupont-Aignan. Hein. Oui, quelques-uns. Quelques-uns à l'UMP. Tu les connais un peu On en passe quelques-uns. Quelques-uns, oui. Surtout au réveillon, je comme ça. Au Parti Socialiste, mais ce sont déjà des antifas. Enfin bon, il y a déjà des socialistes. Mais c'est vrai, hein, chez les jeunes socialistes. En général, c'est plutôt des petits carriéristes membres de l'INEF, en général. Ouais, enfin, oui, c'est pas des troupes. Non, c'est la religion du temps de Mais en Ile-de-France et dans toute la France, le nombre de jeunes qui viennent au Front National, en plus le nombre de jeunes qui votent Front National, moi je pense, je ne sais pas, quand tout jeune de 17 ou 18 ans, je pense qu'ils votent tous Front National. Je ne connais pas un jeune de 17 ou 18 ans qui va voter pour Pécresse ou pour Barthelone. Je pense pas. Je pense qu'ils vont tous voter pour moi ou pour Marine Le Pen dans cette... Je ne sais pas quelle est votre idée dans vos facs ou dans vos écoles. Vous voyez, ceux qui ne sont pas politisés, qu'est-ce qu'ils vont faire ou alors ils n'iront pas voter, peut-être, je ne sais pas, ce qui sera un peu malheureux. Voilà tout ce que je voulais vous dire cet après-midi, encore une fois, en félicitant les organisateurs, mais en vous félicitant tous chaleureusement de ce que vous faites et de ce que vous allez faire. Voilà.